Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mars 2022. Premièrement, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bel accouchement ou une belle fin de projet. Ça a super bien été et si jamais aujourd'hui vous entendez un espèce de petit bruit qui ressemble un peu à un métronome ou des petits grognements, c'est ma Mini qui est juste à côté de moi en train de dormir. Donc, merci à tout le monde. Et c'est ça, j'ai eu une petite fille le 23 mars. Je suis vraiment très heureuse de cette nouvelle et je m'adapte tranquillement à cette nouvelle réalité qui est quand même assez similaire à ce que j'avais anticipé, à part que j'avais pas pensé que les émotions ce serait aussi intense, puis je parle de toutes émotions confondues. Je savais que ce serait intense, mais je suis quand même surprise d'à quel point c'est intense. Sans plus attendre, on va passer maintenant à la raison pourquoi laquelle vous avez ouvert cette vidéo, probablement, c'est-à-dire m'entendre sur mes dernières lectures. J'ai lu 4 livres au mois de mars. C'est correct là, pour cette année, mais j'ai quand même attaqué des grosses briques. 4 livres qui faisaient partie de ma pile à lire, fait que je suis très heureuse de pouvoir les enlever parce que c'était des livres qui me faisaient soit peur ou que je trouvais gros ou qui me tentaient peut-être un petit peu moins de lire dans ma pile à lire. Fait que maintenant que c'est fait, on dirait que là, j'ai enlevé des morceaux qui me tentaient un peu moins et c'est ça, le reste de la pile à lire est un peu plus invitant. Donc, je vais commencer avec ma première lecture qui était le tome 3 de la série Nevermore qui s'appelle Lolopox, la traque de Morrigan Crow. C'est de Jessica Townsend et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce tome-là, en fait, on retrouve toujours Morrigan Crow qui est à l'école des... c'est quoi le mot du nom? Ok, c'est ça, qui est à la Société Magique Wandereuse et elle apprend à maîtriser un peu ses pouvoirs de Wanderer, mais en même temps, dans la ville, il y a une maladie qui attaque les Wonimo. Les Wonimo, c'est en fait des animaux qui sont... c'est des personnages anthropomorphiques. En fait, c'est des animaux qui sont capables de vivre comme des humains, qui ont des métiers, des passions, des histoires. Et la maladie qui les affecte les rend totalement à l'état animaux, donc animal, là, ça devient des bêtes sauvages qui ne peuvent plus se contrôler et évidemment ça divise la population parce que la population a peur et c'est un peu comme un cas de racisme aussi là, parce que il y en a qui pensent que même si les animaux, les Wonimo se comportent comme des humains, ils les excluent quand même parce que ce ne sont pas des humains. Et là, comme il y a une maladie qui les rend vraiment imprévisibles, ça donne un peu raison aux personnes qui les excluent. En même temps, c'est ça. C'est comme, il y a deux histoires vraiment parallèles qui arrivent à Morrigan parce qu'elle va vouloir trouver qu'est-ce que l'Holopox, la maladie, ou comment on pourrait l'éradier parce qu'elle est amie avec des Wonimo. Et en même temps, elle continue sa formation et c'est vraiment le fun parce que la façon qu'elle a accès à des cours parce que elle est la dernière Wanderer. Il y a plus la seule personne qui a les mêmes pouvoirs qu'elle, elle est comme c'est genre le méchant de l'histoire. Fait que la façon qu'elle a accès à des cours, c'est par des heures, là. En tout cas, c'est des espèces de rendez-vous dans le passé. Elle peut revoir des scènes de formation des Wanderers qui ont eu lieu 100 ans, 50 ans, 200 ans avant sa présence. Puis elle peut assister à ces cours-là et apprendre comment maîtriser certains pouvoirs. J'ai vraiment aimé ça, Nevermore. Vous savez, je suis pas une grande lectrice de fantasy, fantastique, mais Nevermore, c'est tellement un univers qui me parle. J'aime le personnage de Morrigan Crow. C'était la première fois que je lisais le livre puis que j'étais pas en mode audio, mais j'ai trouvé ça facile à lire. C'est sûr que c'était quand même une bonne brique. Je pense que ça fait 700 pages ou presque, là. Ah, bon, 636 pages, mais moi, je trouve que c'est beaucoup quand même. Mais c'est écrit gros, c'est du jeunesse, ça se lit bien. J'aime l'univers, les personnages sont complexes.
C'est vraiment, vraiment bon. Si vous n'avez jamais essayé encore cette série-là, ben, je vous la conseille fortement. Pour moi, Lollipox, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un 5 étoiles. Ensuite, une autre bonne brique que j'avais hâte de faire disparaître de ma pile à lire, pas parce que ça m'intéresse pas, mais au contraire, c'est parce que je sais que je prenais cette lecture au sérieux et c'est une lecture massive. Donc, je parle de Noir sous surveillance de Robin Menard et c'est publié chez Mémoire d'Encrier. En fait, c'est un essai sur l'esclavage, la répression, la violence d'État au Canada, sur le racisme en fait. C'est un bon essai là. C'est ça que je parle par lecture massive, là. C'est pas écrit gros, c'est pas aéré, c'est beaucoup d'informations, juste pour vous donner une idée. À partir d'ici, dans le livre, c'est des références, des notes de bas de page, la bibliographie. Donc, c'est comme une thèse un peu, là, une thèse de doctorat, là. Je sais pas si c'est un doctorat ou peu importe, mais c'est ça, c'est sérieux comme écrit. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a plusieurs passages qui m'ont fait pas grincer des dents, là, genre qui m'ont outragée. On parle aussi beaucoup, on fait beaucoup de parallèles avec la communauté autochtone parce qu'évidemment, qui parle de racisme parle aussi de colonisation. Au Canada, c'est assez intrinsèquement lié. J'ai trouvé ça le fun aussi parce que ça se concentrait pas sur juste une province. Je pense que Robin Menard, elle est ontarienne, mais on a beaucoup parlé du Québec, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et aussi de la Colombie-Britannique. Un petit peu moins la Colombie-Britannique, mais tu sais, je trouve que ça donnait quand même un portrait tu sais, dans tout le Canada, comment les personnes noires sont victimes de violences d'État. Il y a 8 chapitres dans cet essai. Le premier, ça va vraiment faire le portrait de l'histoire des Noirs au Canada. Donc, comment la communauté s'est installée, qu'est-ce que c'était à la base. Aussi, on va pas faire semblant qu'il n'y a pas eu d'esclavage. Donc, ça nous raconte quelques histoires qui sont arrivées. C'était quoi les règles, c'était quoi les conditions de vie des gens qui ont essayé de s'établir ou qui ont réussi à s'établir, qui sont pas nombreux. Mais il y a quand même eu quelques histoires de réussite, si on peut dire ça. Ensuite, ça nous parle un peu des politiques actuelles en matière de racisme, tu sais, au Canada, on parle de multiculturalisme, au Québec, on parle d'interculturalisme. C'est pas, peut-être que vous pensez que c'est des synonymes, mais ça change quelque chose dans la façon de voir les gens comme intégrés. Multiculturalisme, ça reconnaît quand même un peu plus l'individualité de la culture, alors que interculturalisme, il y a comme, c'est les cultures qui s'échangent des choses. Donc, c'est comme multi, on parle d'une mosaïque, genre plein de cultures côte à côte, qui parfois vont se mélanger, mais pas nécessairement. Alors que interculturalisme, on va vraiment chercher à avoir des échanges avec les autres cultures. C'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en pratique? Ben, c'est ce qui est expliqué dans le chapitre. Troisième chapitre, je prends le temps de vous le présenter aussi décortiqué parce que je pense que c'est la force de cet ouvrage-là, de toucher à vraiment plusieurs aspects et de les approfondir, de donner des sources, des faits. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme ça. Si jamais ça vous intéresse, ben vous saurez vraiment dans quoi vous vous lancez parce que, bon, c'est ça, ça fait vraiment un bon portrait, là. Troisième chapitre, ça parle vraiment de violence policière, de brutalité policière, de profilage racial. Et le quatrième chapitre continue un peu dans ce sens-là, mais c'est concentré sur les femmes, comment les femmes noires sont affectées par la police et, c'est ça, et le profilage racial. Ensuite, le cinquième chapitre, on continue encore avec les femmes, mais là, on parle plus de misogynie noire. Donc, c'est comme un nouveau terme qui est introduit dans ce livre-là, mais tu sais, c'est pas un livre de l'année, là. Ça fait un bout quand même qui a été sorti. J'avais déjà entendu misogynie noire avant, mais je pense que c'est dans ce livre-là que ça a été inventé. Donc, ici, on parle beaucoup de femmes monoparentales, des règles, des politiques envers les femmes qui ciblent principalement, c'est ça, l'emploi, l'immigration,
la famille et c'est ça, c'est comment on traite ces personnes-là. Et il y a aussi, dans ce chapitre-là, un bon volet qui est accordé aux personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA2SP+. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, ce chapitre-là. Ensuite, chapitre 6, on parle principalement de la politique d'immigration et comment la détention d'immigrants illégaux, comment les politiques sont vraiment faits pour discriminer les personnes noires parce que les personnes qui sont européennes, par exemple, et qui immigrent, européennes et blanches, là, qui immigrent au Canada n'auront vraiment pas à faire face aux mêmes défis que les personnes africaines, par exemple. Juste par rapport aux lois, là, pas par rapport à l'intégration dans la société, là, vraiment juste rentrer dans le pays. Et aussi, si jamais leur statut est refusé, sortir du pays, c'est pas mal... c'est assez violent, en fait, là, comment ça se passe. Donc, ça, c'est dans le chapitre 6. Chapitre 7, on va parler de comment la DPJ et la protection des familles vient détruire toutes les familles, toutes les familles pauvres et noires, là. Et comme on sait que la pauvreté au Canada... Les communautés noires sont assez représentées dans cette statistique-là, malheureusement. Pour toutes les injustices qu'ils vivent, il y a beaucoup de personnes noires qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et, quand c'est ça, quand le gouvernement te donne pas assez d'argent pour faire l'épicerie pour ta famille, mais après ça, que le gouvernement envoie la DPJ et dit que tu es une mère négligente parce que tu n'arrives pas à offrir des menus variés et santé à tes enfants et ils te les enlèvent, ben c'est un petit peu... c'est un cause-conséquence qui rend les personnes assez impuissantes là-dedans et ça défait des familles complètement. Et ça empêche aussi à la communauté noire d'être forte parce que les personnes qui sont toujours enlevées de leur famille, ben, ils vivent dans des familles qui n'ont peut-être pas cette culture-là à leur inculquer ou qui n'ont pas non plus des réflexes de protection ou de défense qu'ils ont intégrés là, à force de vivre toutes ces violences-là. Ben, c'est sûr que si tu vis dans une famille blanche, ils vont pas te montrer comment gérer des commentaires racistes, là. Ou peut-être, mais ça sera jamais pareil comme quelqu'un qui l'a vécu pour vrai. Et finalement, le dernier chapitre, ça parle de l'éducation. Comment on fait de la ségrégation avec les enfants noirs qui ont de la difficulté, comment ils sont représentés à l'école, comment le manque de représentativité au sein du corps professoral peut affecter les élèves noirs. Donc ça, c'est vraiment un chapitre aussi qui m'a beaucoup parlé, étant donné que c'est mon milieu de travail. Puis c'est un enjeu qui me dérange, en fait, mais je peux pas faire grand-chose parce que je peux pas être qui je ne suis pas, mais je continue de penser que j'aimerais vraiment... je continue d'espérer d'avoir une équipe de travail beaucoup plus diversifiée, mais je comprends aussi pourquoi plusieurs immigrants ne choisissent pas la voie de l'éducation pour faire leur carrière, parce que c'est ça vient avec beaucoup de défis et pas toujours beaucoup de récompenses. Donc, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cet essai-là. Je vous le recommande. Sachez par contre que c'est une lecture qui est assez ardue parce que c'est vraiment comme lire un essai, une thèse, là. C'est vraiment ça. Mais on apprend beaucoup de choses. Je me sens vraiment plus outillée, je me sens plus informée. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir lu finalement. Et c'est ça, ça va être un beau livre à joindre dans ma bibliothèque et je risque fortement de le passer à des proches qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur le racisme au Canada. Fait que pour moi, cet essai-là, c'était un 4 sur 5 parce que c'est le format en fait. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus aéré puis peut-être un petit peu plus vulgarisé parce que, il y avait certains moments que j'ai tout compris, là, mais il y avait des moments que je devais vraiment me concentrer pour assimiler l'information parce que c'était pas fait pour que ça rentre facilement. Okay? Mais c'est correct, je suis contente d'avoir fait le travail. Donc c'était Noir sous surveillance. Ensuite, j'ai fait une lecture, c'était
c'était rendu à ce moment-là la lecture qui ça faisait le livre que ça faisait le plus longtemps qui était dans ma pile à lire. En fait, c'est mon mari qui me l'avait offert l'an dernier à la Saint-Valentin. C'était aussi pour le travail, mais je l'avais encore jamais lu parce que ça m'avait pas parlé tant que ça avant, puis c'est ça, je l'avais pas lu. Là, c'est chose faite, et je parle du livre Mon premier Larousse, des légendes de la mythologie, et c'est écrit à 4 mains, donc ça a pu cocher cette case-là dans le défi MH Tapal. C'est de Thérèse de Chérizet et Vanessa Henriette. Et les illustrations changent à chaque histoire. En fait, là, c'est jamais la même personne qui les fait, mais il y a quand même, c'est assez cohérent tout ça là, à travers le recueil. En fait, il y a 11 histoires de la mythologie, puis je dirais que le public cible, c'est peut-être 10 ans. Tu sais, des enfants d'à peu près 10 ans, parce que les histoires sont quand même longues et complexes, mais on a enlevé beaucoup de détails. Et c'est un peu ce que je lui reproche. Je trouvais que c'était toutes les histoires qui étaient racontées avec un peu trop de faits et pas assez de description de lieux, d'actions, de personnages. C'était vraiment comme Hercule a fait ça, il est allé là, il a combattu telle personne, et ensuite il a gagné, et il est allé là, et il a fait telle chose, et ensuite il a gagné, et il a fait telle autre chose. C'était assez... on voyait vraiment là, le schéma narratif, pas beaucoup de détails. Là. On aurait dit quelqu'un qui écrit un texte là, pour l'école, puis qu'on y a mis un maximum de mots. Fait qu'il a été obligé d'enlever tous les adjectifs là, de son texte. Je sais pas si c'était votre problème quand vous étiez à l'école, mais moi, oui. Fait que là, ça faisait un texte vraiment assez sèche, là, assez sec, plutôt. Un texte assez pauvre, là, en description. C'était pas très intéressant. Puis ça fait que je me rappelle pas de grand-chose dans l'histoire parce que j'ai rien ressenti. J'ai juste lu des informations sur différentes histoires de la mythologie. Mais bon, je suis contente de l'avoir lu. C'est quand même un beau livre. Ça me donne envie quand même de travailler la mythologie grecque dans des projets à l'école. En fait, c'est ça, ça m'a donné des idées pour l'année que je viens dans laquelle on est en ce moment. J'ai déjà fait un projet sur la mythologie grecque. J'ai pas eu besoin de ce livre-là, mais ça pourrait être intéressant de travailler précisément là, ces histoires-là. Peut-être pas à partir de ce recueil, mais à partir de d'autres versions là, de ces histoires-là. Là. Je pense d'ailleurs à Dédale et Icare, que j'ai beaucoup aimé comme histoire. Pygmalion et sa femme de rêve, j'ai trouvé ça bien. Les aventures d'Ulysse aussi, évidemment. Donc, j'ai beaucoup... En fait, je suis contente de l'avoir lu. C'était pas une grande découverte, c'était pas non plus le meilleur format, la meilleure écriture, mais c'était correct. Genre, c'est comme un 2 sur 5. Genre, c'est 2,25 peut-être, là, si je veux être généreuse, parce que ça brille ici. OK? Fait que voilà pour mon premier Larousse des légendes de la mythologie. Et on passe maintenant à ma dernière lecture. C'est une lecture que j'ai commencée à l'hôpital. J'avais amené ça sans vraiment d'espoir de le lire. Et comme j'ai passé 3 nuits à l'hôpital, et la première, j'avais pas mon bébé, j'ai été provoquée chimiquement. Donc, le soir, le premier soir, c'est ça, j'étais en travail, début de travail. J'avais vraiment la tête qui tournait, c'était stressant, fait que là, j'ai commencé à lire. Puis après ça, ben, je l'ai continué de retour chez moi. C'était une bonne lecture pour reprendre tranquillement le fil de mes lectures post-accouchement parce que c'était simple. Mais donc, je vais arrêter d'introduire le livre, je vais juste vous le dire, c'est qu'est-ce que j'ai lu. C'était Ma vie de gâteau sec de Elisabeth Barry-Lessard et c'est publié chez Les Malins, oui, c'est ça. C'est le premier tome de la série Ma vie de. Là, il y a plein d'affaires, jujubes dorés, nachos épicés, gâteaux, je sais pas quoi. Là. En tout cas, il y en a vraiment plusieurs. J'étais un peu déçue, honnêtement. En fait, je l'avais vu passer beaucoup dans les mains de mes élèves, premièrement. Et ensuite, j'avais entendu Karine Naboukiners qui avait bien aimé ce livre-là. Je pense pas qu'elle avait trouvé que c'était révolutionnaire, mais elle avait aimé. Je savais que ça parlait de troubles anxieux et du milieu de la danse. Fait que ça, c'était des choses qui me parlaient parce que, sans avoir de troubles anxieux, je fais de l'anxiété.
Et ben là, en plus, je l'ai lu dans une des périodes les plus anxiogènes de ma vie. Mais le milieu de la danse, c'est un milieu que j'aime retrouver. J'aime plonger dans ce milieu-là. J'en ai fait un petit peu dans ma vie de la danse, peut-être comme 5 ans dans mon enfance. C'est sûr que quand t'en as 15, c'est toute ta vie là, que t'as fait de la danse, mais tu sais, c'était pas si long que ça finalement. J'ai jamais été super bonne, mais j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours eu une fascination là, pour le milieu du ballet, puis en tout cas, c'est ça. Là, elle, c'est plus comme la danse compétitive, là, plus que du ballet, mais ça s'en va vite dans le livre. Comme, on n'est même pas rendu à la moitié, puis c'est déjà plus ça, sa vie. Comme là, on la suit à la bibliothèque quand elle fait la rencontre de Théo. En fait, c'est ça. Je vais vous résumer l'histoire. Louane, c'est une jeune fille qui fait de la danse compétitive. Elle vit aussi avec un trouble anxieux. Elle va l'apprendre un petit peu plus tard dans le roman. Pas tant plus tard, là, okay, mais un petit peu plus tard. C'est ça, elle va faire des crises de panique sur la scène. Puis, elle va devoir tout arrêter pour au moins les 2 derniers mois de l'année scolaire parce que c'est vraiment trop exigeant pour elle. Son corps n'arrive plus à suivre, sa tête non plus. Donc, elle va passer toutes les périodes qu'elle serait censée faire de la danse, elle les passe à la bibliothèque où elle va faire la rencontre d'un ami qui s'appelle Théo. Théo, c'est un gars qui est en secondaire 5, elle est en secondaire 3. Mais il est super gentil, il lui parle, il lui donne confiance en elle, ils ont une belle complicité, puis c'est ça. Elle n'a pas besoin de cacher des choses, même si au début elle va faire le choix de ne pas lui parler de son trouble anxieux. Plus tard, elle va se sentir assez à l'aise pour faire cette révélation-là. J'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé les personnages un peu pauvres et surtout le texte. Ça m'a fait penser un peu au Colocs. Tu sais, le livre, la série Les Colocs de Nadia Lakhdari, que j'avais aimé l'histoire, mais c'était la même critique. C'était écrit trop pauvrement, comme il n'y a pas assez de détails sur les personnages, c'est beaucoup des dialogues, puis dans les dialogues, on n'apprend pas vraiment qui ils sont à l'intérieur, ça fait pas des personnages super complexes, puis je trouvais qu'on... l'aventure, tu sais, l'histoire, elle allait quand même assez vite pour... Tu sais, je trouvais que c'était comme pas réaliste, là, la vitesse de l'histoire. Bref, c'est correct. Ça m'a changé les idées. C'était pas difficile à lire. Je suis pas certaine que je veux continuer la série parce que c'était comme un 2.5 sur 5. En même temps, c'était pas très exigeant comme livre. Fait que si jamais je cherche une petite jeunesse pas très exigeant, je pourrais lire la suite. Mais j'en ai quand même pas mal des séries jeunesse pas trop exigeantes, fait que je sais pas à quel point j'ai envie de poursuivre cette série. Mais bon, contente de l'avoir lu parce que c'est assez populaire en ce moment, mais pour moi, ça va rester un peu un livre qui m'a pas vraiment rejointe. Fait que c'est ça, 2.5 sur 5. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que c'était peut-être un peu décousu, mes avis, mais bon, c'est ça, là, j'ai encore la tête un petit peu occupée. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner les prochains mois, mais j'aimerais bien continuer mon rythme d'une vidéo aux 2 semaines. On va voir comment Minnie va suivre dans tout ça. Dites-moi dans les commentaires quelle lecture a marqué votre mois de mars ou quel événement a marqué votre mois de mars peut-être. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!